Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? Donc Lacan, nous et le réel, première séance. Alors je vais faire une introduction justement qui est aussi une transition, on peut dire, avec le séminaire précédent, puisque cette phrase-là, elle est tirée de la conférence de presse qu'a faite Lacan avant la troisième, donc à Rome en 1974. L'analyse, je ne sais pas si vous êtes au courant, l'analyse s'occupe très spécialement de ce qui ne marche pas. C'est une fonction encore plus impossible que les autres, mais grâce au fait qu'elle s'occupe de ce qui ne marche pas, et je dois dire que je suis le seul encore à l'avoir appelé comme ça, et c'est ce qui s'appelle le réel. Donc voilà, la tâche à laquelle je me trouve assigné, qui est une tâche impossible, c'est d'essayer de dire ce qu'il en est du réel. Du réel pour Lacan, puisque c'est le seul, hein, enfin, maintenant c'est le premier, puisque d'autres, notamment Slavoj Žižek, ont pris la définition lacanienne du réel comme étant le point d'impossibilité logique à partir duquel ils ont pu déployer une pensée et une pratique suite à l'enseignement lacanien. Donc le réel, c'est ce qui est le plus difficile à définir, puisque par essence, si c'est l'impossible, c'est parce que le réel s'interdéfinit avec deux autres registres qui sont l'imaginaire et le symbolique. Et le réel, c'est précisément ce qui ne peut ni s'imaginer, ni se symboliser. Donc, dit en termes plus courants, ça ne peut pas s'imaginer, on ne peut pas le voir, le réel, et ça ne peut pas non plus se symboliser, ça veut dire qu'on ne peut pas le dire, il est indicible, il est irreprésentable. Alors comment parler de quelque chose qui est irreprésentable? C'est effectivement là que tient l'impossible. Alors, il y a une autre petite phrase de Lacan qui va peut-être nous aider à comprendre que justement le réel dont on parle, ce n'est pas le réel de la science, puisque la science, pour lui, ne peut pas accéder au réel, puisqu'il s'agit toujours de représentation, même si ce sont des formules et qu'elles sont vidées d'une certaine substance de signification, il n'empêche que ça fonctionne sur le mode d'une représentation. Donc le réel n'est pas accessible à la science. Alors Lacan dit, dans l'inconscient, on est désorienté. Cette prééminence du symbolique sur le réel, c'est ce qui constitue, à proprement parler, l'inconscient. Qu'il y ait dans tout cela des incidences psychologiques est ce qui m'a écarté de le reconnaître comme tel. L'inconscient, c'est ce qui impose sa loi au réel. Ça, c'est la phrase majeure. Entre le raisonnement mathématique et l'inconscient, il y a toute la différence d'un lien qui impose sa loi au réel. Donc vous mesurez un peu la difficulté, c'est-à-dire que non seulement le réel, il est impossible d'en parler, mais en plus, l'inconscient se différencie justement du réel de la science par le fait que le réel de la science est essentiellement basé sur la mathématique et que la différence
là, du réel tel qu'en parle Lacan, c'est que l'inconscient va dicter sa loi au réel. Donc ça veut dire qu'il y a une possibilité, non seulement de circonscrire le réel, d'arriver à le cerner, mais en plus, en explorant l'inconscient, on va redéfinir tout ça, il est possible donc de déceler une certaine loi qui s'impose au réel, et je dirais à notre réel. Parce que là, alors c'est là où je fais une incise par rapport à une expérience, et notamment à l'expérience graphique, bien sûr, puisque il s'agit d'une autre citation de Lacan qui dit « Il n'y a pas d'autre idée sensible du réel que le trait décrit. » Le trait décrit. Donc, alors j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais nous sommes voués à une certaine répétition. La répétition, ce n'est pas juste dire pareil, les mêmes choses. Il y a un écart entre le pareil et le même, et la nouveauté ne vient que par la répétition. Il s'agit de répéter de manière créative ce qui s'est dit, afin que le sujet puisse s'emparer de la chose et en faire quelque chose pour lui-même. Donc, le trait décrit, c'est une manière dont j'ai eu l'exemple devant moi d'un ami illustrateur, donc Michel Galvin, que vous connaissez peut-être certains d'entre vous, à qui son frère demandait qu'est-ce que c'est que l'art. Et donc, face à l'impossible définition aussi de l'art, parce qu'aujourd'hui, encore plus difficile, je dirais, Michel Galvin a pris une feuille de papier, comme ça, et a tracé une ligne d'un coup de crayon. Et il a dit, ben voilà, ça c'est de l'art. Alors son frère lui a dit, mais tu te fous de ma gueule, ça c'est juste un trait que j'aurais pu faire moi-même, etc. Et Michel lui a dit, oui, mais tu vois, pour qu'il y ait ce trait, il aura fallu au préalable qu'il y ait eu la place pour ce trait, qu'il soit là. Donc la place vide qui contient ce trait, ça c'est la place de l'art. Ça c'est un des développements qu'on peut avoir justement par rapport au fait que l'art vise un certain réel, justement, qui n'est pas le même que celui de la science. Et l'exemple le plus flagrant, donc, de cette dimension artistique, c'est... Alors, on peut citer les exemples que je cite aussi de manière courante. C'est Cézanne qui essaye de peindre la pomméité de la pomme, c'est-à-dire en gros la pomme indépendamment de sa propre perception sensible. Donc la Sainte Victoire c'est pareil, il peindre une série de Sainte Victoire comme ça, et en fait il essaye de peindre forcément la montagnité de la montagne, là, qu'il a devant les yeux, parce que il y a cette montagne-là, mais qu'est-ce que c'est que la montagne en tant que montagne? Donc, et dont cette montagne-là est déjà, il le sait, une représentation de la montagne. Voilà, comme il est à Aix, c'est la Sainte-Victoire. Ça aurait été dans d'autres endroits, ça aurait pu être le Fujiyama ou le Matterhorn, que je connais bien. Là, c'était la Sainte-Victoire. Et Baudelaire, le poète, donc, lui, il s'efforce à décrire le monde tel qu'il serait si lui n'était pas là pour l'observer. Donc, dans ces deux petites observations concernant l'art, on peut voir qu'il y a un sujet percevant, un percipiens, on peut dire, et un perceptum, quelque chose de perçu. Or, pour la sensibilité artistique, qui est sensible à ce réel-là, le percipiens, le sujet percevant, est déjà présent dans le perceptum, c'est-à-dire la chose perçue.
Ça, c'est une manière d'aborder avec un certain angle ce qui peut en être du réel. Il y a aussi cette fameuse bascule de l'art, parce que vous avez remarqué que l'art aujourd'hui a très peu de rapport avec ce qui s'est passé au siècle dernier, par exemple. La dimension artistique ne s'exprime plus de la même manière. Et donc cette bascule, en fait, on peut la situer très précisément donc, dans les débuts du XXe siècle, avec l'aventure de Marcel Duchamp, que je considère personnellement comme le plus grand artiste du XXe siècle, qui pourtant était très riche d'artistes. Et c'est un siècle qui n'a pas été avare en artistes, comme s'il y avait une espèce d'empressement à ce moment-là, à ce que la chose artistique soit exprimée. Donc il y avait un certain nombre d'artistes majeurs, et pour moi le plus grand c'est Marcel Duchamp, puisque effectivement, corrélativement à un autre grand artiste qui s'appelle Kazimir Malevich, qui est arrivé au cours de ses recherches à comprendre ce que je viens d'essayer de vous dire avec l'histoire du perceptum et du percipiens, c'est que le percipiens est déjà présent dans le perceptum. Il est arrivé à percevoir que dans ce qu'il est possible aujourd'hui de considérer, en plus c'est l'actualité qui paraît que Facebook passe au tribunal pour avoir empêché la représentation de l'origine du monde de Courbet. Donc, on peut dire que chaque chose qui est, dans son étant, comme dirait Heidegger, l'est par rapport à quelque chose qui n'est pas là, n'est pas représenté. On peut dire que le réel, en fait, il n'est a priori pas là. Donc, dans l'origine du monde de Courbet, c'est pas pour rien quand même que ça s'appelle l'origine du monde, il s'agit d'exposer le sexe d'une femme en gros plan, au premier plan. Et d'une certaine manière, d'un seul coup, c'est comme si toute l'histoire des représentations depuis le début avait trouvé son accomplissement, c'est-à-dire ce autour de quoi tout tournait autour, mais qui ne devait jamais être représenté pour que tout le reste soit représenté, donc la position d'exception, d'un seul coup était représentée, et donc c'est terminé. Il ne peut plus y avoir d'avancer dans l'histoire de la représentation. Juste après ça, donc, Kazimir Malevich, qui est dans l'ère du temps, qui est l'artiste majeur, donc sort carré noir sur fond blanc. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est juste un carré noir, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. C'est un fond blanc, il n'y a rien, et un cadre noir, un carré noir, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui fait l'art, c'est la place de la chose sacrée qui est irreprésentable. Donc, dans cette notion de réel, on a cette notion d'irreprésentable. Alors là, on a l'avancée majeure que constitue le travail de Marcel Duchamp, puisque comment il s'appelle, Guy Breton, André Breton disait de Marcel Duchamp que c'était l'homme le plus intelligent du monde. Il avait l'air de dire toutes époques confondues. Donc Marcel Duchamp, lui, à partir de ce moment-là, où la place sacrée. Donc vous avez compris que Kazimir Malevich recrée la place sacrée, c'est-à-dire que entre la chose représentée et la place qu'elle occupe, un écart est créé, il y a un nouveau cadre qui s'est mis. Donc à partir de là, Marcel Duchamp, lui, il va produire, je ne sais plus si 1911, je crois, son premier ready-made, c'est-à-dire qu'il va prendre un objet de la vie quotidienne, courante, etc., et puis il va décréter, lui, en tant qu'artiste, que c'est une œuvre d'art.
Et donc c'est quelque chose qui vient occuper une certaine place. Bon, entre parenthèses, vous vous rendez compte quand même, déjà maintenant où il y a une rigueur qui semble un peu moindre dans les rapports au beau, à la rigueur elle-même, etc. On imagine que ça pourrait être difficile d'arriver à persuader des conservateurs de musée, un ministère, de faire entrer une pissotière, une urinoir dans un musée. Ben lui, il a quand même réussi ça en 1917, c'est-à-dire au milieu des œuvres d'art consacrées par toute l'histoire religieuse, etc. Il a réussi à faire entrer un urinoir en disant ça, c'est une œuvre d'art, parce que du moment qu'il est à cette place dans le musée, qu'il occupe cette place-là, eh bien c'est une œuvre d'art. Donc il y a une différence entre la place qui est occupée et la chose qui vient l'occuper. Donc ça, c'est une dimension cruciale quand il s'agit d'essayer de comprendre le réel. Donc passer par l'art, c'est une manière aussi, disons, de donner un accès sensible. Alors, il y a une autre dimension par rapport à l'art. Là, on parle du grand art, hein, de l'art avec majuscule, on peut dire, avec Malevich et Marcel Duchamp. Et nous, modestes travailleurs de l'art graphique, qui n'est pas un art à proprement parler, mais que l'on peut malgré tout pratiquer avec art, c'est-à-dire avec un certain esprit et une certaine sensibilité, on va retrouver aussi cette dimension du réel dans la notion, alors là, très spécifique, de la lettre. La lettre pour un typographe comme Eric Gill, donc un des excellents typographes du début du XXe siècle, lui disait « Une lettre n'est pas l'image d'une chose, elle est la chose elle-même. » Alors, ce que j'enseigne, en tout cas aux étudiants en art graphique, ce que j'essaie de faire passer, mais c'est toujours de l'ordre de la gageure, de faire passer quelque chose, hein, c'est même là, en tout cas, faire qu'échouer, à tourner autour et essayer de dire quelque chose sur ce réel. Mais malgré tout, on peut s'en approcher un peu. C'est que, qu'est-ce que ça veut dire que la lettre est réelle, c'est-à-dire une chose, par rapport à quoi? Par rapport au monde. Ce que j'apprends à mes étudiants, c'est que si vous regardez une lettre, la lettre A, par exemple, si vous la lisez, eh bien vous ne la voyez pas. C'est-à-dire que le graphisme, en fait, c'est une dialectique du visible au lisible et du lisible. Si vous la voyez, vous ne la lisez pas. Et si vous la lisez, vous ne la voyez pas. Parce qu'il y a une bascule qui se fait, c'est du moment que je la lis, je la reconnais, donc je n'ai plus besoin de la voir. Si je la vois, qu'est-ce que ça veut dire voir à ce moment-là? Donc voir, ça veut dire être dans le visible, ça veut dire que ce que je vais voir, ça va être, par exemple, l'angle des deux obliques. Si on parle d'un A capital, l'angle des deux obliques, la hauteur de la barre transversale, l'épaisseur ou l'énergie du trait, c'est-à-dire la manière dont la lettre est tracée, est-ce qu'elle a des empattements ou pas? Quelle impression générale elle donne de stabilité, de puissance, d'être correctement posée, ou au contraire d'être un peu fragile, de s'affaisser? Ça, on est dans le domaine de voir la lettre, à ce moment-là on ne la lit pas. Donc entre le visible et le lisible, il y a une dialectique. Et cet écart-là fait que le A, alors ça on retombe sur une des formules clés de l'enseignement hegelien, parce que évidemment aujourd'hui tout ce qui est philosophique sous prétexte que Lacan a dit des choses sur
pour la philosophie, mais lui, il était fondé à les dire. Parce que quand Lacan parle de la philosophie, il a tout lu la philosophie. Il a lu parfaitement Kant, Hegel, etc., tout l'acmé de la philosophie. Et donc, il est capable d'en dire quelque chose de très fort et de très sensé. C'est-à-dire, il repère où est l'impasse. Alors, c'est sûr que lui est capable de dire ça, mais aujourd'hui, il y aurait un rejet de la part de certains psychanalystes de la dimension philosophique, mais sauf qu'eux ne savent pas lire ni Kant ni Lacan, et donc c'est pas avec des études de médecine ou de psychologie qu'on peut comprendre Lacan. Hein. Parce qu'une des phrases clés de Hegel, c'est A égale A est une contradiction absolue. Parce que Hegel, justement, fonde la logique et la science de la logique, et donc, pour Hegel, la logique, en fait, c'est pas uniquement une logique formelle, justement, c'est une logique qui inclut la temporalité du sujet, pour être logique. Donc, quand on dit A égale ou Dieu est, et qu'on boucle sur une tautologie, en fait, on dit l'inverse de ce qu'on veut dire, parce qu'on empêche une détermination de venir se placer. C'est pour ça qu'on peut dire qu'une des définitions du réel, justement, chez Lacan, c'est qu'une chose ne peut jamais être tout à fait égale à elle-même. Il y a toujours un écart entre cette chose et elle-même. C'est ce qu'on retrouve, par exemple, dans sa lecture qu'il fait directement dans la troisième, du cogito cartésien. Je pense, donc je suis. Évidemment, si on lit ça de manière laxiste et d'une oreille peu attentive, on s'imagine que les deux jeux sont les mêmes, alors que non. C'est-à-dire le je pense et le je suis, c'est pas le même jeu. Puisque il y a un temps qui s'écoule entre les deux, il y a des choses qui se passent, et en fait, Lacan dit « je suis celui qui dit « je pense ». Il ne le dit pas exactement comme ça c'est la lecture que j'en fais, mais quand Descartes dit « je pense, donc je suis », en fait, je pense quoi? Je pense que je suis. Et donc le jeu du « je pense », c'est celui qui n'arrive pas à être égal à lui-même, parce qu'il n'est déjà pas égal à celui du « je suis ». Donc cet écart-là, en fait, ça c'est la manifestation du réel. C'est que non seulement les mots n'arrivent pas à recouvrir les choses, mais les mots eux-mêmes ne se correspondent pas à eux-mêmes. Le réel est toujours de l'ordre d'un écart qui est indicible, mais qui se manifeste, auquel on peut accéder par la dimension symbolique. Alors justement, il y a une phrase que j'ai relevée, parce que là, il y a une autre inversion à opérer, hein, puisque après on parlera un peu des implications de cette dimension du réel, à la fois dans la réalité sociale, économique dans laquelle on vit, puisque c'est en ça que Lacan est très subversif, mais c'est aussi avant tout comment le réel, cette conception du réel, va convoquer notre propre sujet. C'est-à-dire que cette perception du réel-là convoque surtout notre propre sujet. C'est ça le plus important. Parce qu'ensuite, le reste va découler en fonction de la perception qu'on a du monde, entre guillemets. Pour Lacan, il n'y a pas de monde, vous savez, il n'y a rien d'autre monde que l'objet petit a. Donc, l'objet petit a est justement le tenant-lieu du réel, en quelque sorte. Hein. Ça, on va y revenir parce qu'il faut déployer ces articulations. C'est un peu complexe a priori, mais c'est très logique. Quand on commence à rentrer dedans, en fait, on peut s'en faire une idée très précise, rapidement, par rapport à sa propre vie. Donc la phrase, ça c'est aussi, aujourd'hui on voulait réfuter à Lacan l'influence qu'a eu la pensée de Heidegger sur lui. Mais en fait, Lacan est un très très fin lecteur, pas seulement de Heidegger, de Hegel, de Kant, de Marx, c'est un fin lecteur de tout ce qu'il y avait autour de lui. Et Heidegger, lui, il aimait citer le poète Stefan Georg qui disait « Kein Ding sei,
Wo das Wort gebricht. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de chose là où le mot manque. En fait, dans l'expérience psychanalytique, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la prouesse que réalise Lacan, c'est de faire passer qu'il faudrait réécrire la phrase à l'envers, ce qui donnerait, alors là j'espère qu'il y a des germanistes qui vont me corriger, ein Ding gibt es nur, wo das Wort gebricht. C'est-à-dire une chose est seulement là où le mot faillit. C'est que la chose apparaît quand il n'y a pas de mot. Donc vous voyez la place sacrée de la chose, là, par rapport au fait que s'il n'y a pas de mot et qu'une chose apparaît, elle apparaît comme occupant une place sacrée puisqu'elle ne peut pas se dire. Donc ça, on se place là dans l'origine de l'art, de la recherche artistique qui est peut-être la plus proche justement de la considération du réel que peut avoir la psychanalyse. On est très loin là de soi-disant réel de la science, hein, en psychanalyse, puisqu'on n'y croit pas, puisque la science procède à l'évacuation. Du fait que la science repose sur le discours universitaire, elle procède à l'évacuation du sujet divisé en train de il n'y a pas de percipience pour le scientifique. Il n'y a qu'un perceptum indépendamment de tout percipiens. Or, on l'a vu que le percipiens est présent à l'intérieur du perceptum lui-même. Donc, ça c'est dans l'expérience phénoménologique, mais c'est aussi ce qu'on retrouve dans l'inconscient, dans les rêves, dans tout ce qui concerne en fait notre activité en tant que sujet. Alors, l'idée que les mots représentent les choses doit être inversée. Hein. C'est pas que les mots sont là pour représenter les choses. C'est que les choses apparaissent là où les mots manquent. Alors là, il y a un premier piège, c'est-à-dire, si une chose représente l'objet manquant, on va se retrouver dans le fait que la psychanalyse serait une herméneutique, c'est-à-dire qu'en fait, l'univers psychanalytique serait un univers de signification. Or, si au départ, l'interprétation en psychanalyse, elle est une interprétation concernant la signification, Lacan va rapidement éliminer ça, parce que justement, il est empreint du structuralisme, et que le structuralisme consiste à dissocier, en fait, le système signifiant de toute l'expérience phénoménologique de la signification. C'est quelque chose qui fonctionne en lui-même. Alors la différence avec Lévi-Strauss, c'est que ce système qui fonctionne en lui-même, le système signifiant, en fait, pour Lévi-Strauss, il n'y a pas de sujet. Il évacue le sujet aussi. D'une autre manière que la science, mais il évacue aussi. Ce sont les structures signifiantes qui déterminent l'ensemble des choses, mais le sujet lui-même n'est pas présent là-dedans. Il n'a pas son mot à dire, on pourrait dire. Or, pour Lacan, justement, il réintroduit la position subjective à partir du structuralisme comme étant, à ce moment-là, les conditions d'apparition du sujet. Donc ça, c'est une des définitions du sujet chez Lacan. Il est toujours représenté par un signifiant pour un autre signifiant qui ne le représente pas. C'est le sujet, celui qui dit « je ». Quand je dis « je », là, le « je » que je prononce devient le « je » d'un énoncé, le « je » de mon énoncé, le sujet de mon énoncé, mais celui qui dit « je », en fait, disparaît et se fond dans le « je » d'énoncé. Donc, le jeu d'énonciation disparaît. Ce en quoi, en fait, il est une touche du réel. Parce que le réel, en fait, est lié à cette effraction de la réalité. Puisque le réel, en fait, n'est pas quelque chose qui est
a priori, c'est quelque chose qui fait irruption et qui justement va mettre en péril la réalité constituée. Vous imaginez les gens au Bataclan, par exemple, puisque nous avons beaucoup parlé de ces choses-là ces derniers temps, ils sont dans une certaine réalité. C'est-à-dire la réalité dans laquelle ils sont est celle de participer à un concert de musique avec un concert de hard rock, pardon, en buvant des coups, en dansant, etc. Donc c'est leur réalité. Ils ont l'impression de tous partager là une réalité. Et l'irruption du réel, c'est-à-dire l'attaque aux armes à feu, va dissoudre toute la réalité. Il n'y a plus de réalité. On voit que le réel, quelque part, c'est ce qui dissout la réalité. C'est-à-dire qu'il a fait s'effondrer sur elle-même. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle la réalité, en fait, est toujours médiée par notre propre fantasme. Il faut toujours que nous soyons nous-mêmes, justement, pris dans cette réalité-là, comme étant co-élaborateurs de cette réalité-là. Pour l'idée, entre guillemets, scientifique, ça serait que, mais non, on voit tous la même chose. Ça, c'est la réalité, c'est du dur, etc. Mais non, le réel, c'est pas quelque chose de dur. C'est quelque chose, justement, qui effracte, qui vient dans des trous. C'est-à-dire, il vient dans les trous du symbolique. Donc, la seule manière d'accéder au réel, c'est de le circonscrire avec le symbolique pour en percer les possibilités d'irruption et à partir de là, essayer d'apprendre autant que possible à ne plus répéter les mêmes chaînes signifiantes et à s'enferrer dans son propre fantasme. Donc, ce sont des implications très précises et très pratiques dans l'enseignement de l'académie. C'est pas du tout quelque chose d'intellectuel et de décrocher des réalités, puisque chaque sujet est convoqué à prendre en compte son réel, c'est-à-dire à travers la chaîne symbolique dans laquelle son sujet est pris, comment son réel se donne à percevoir. Et ça, il ne peut pas l'entendre tout seul, donc il est obligé de le dire à quelqu'un d'autre pour que ce quelqu'un d'autre, qui normalement est un analyste, puisse pointer ce qu'il a dit et les mots qu'il a employés. Parce que, justement, comme la psychanalyse n'est pas une herméneutique, elle n'est pas une tentative de signification. Elle n'est pas de donner du sens à tout prix, puisque c'est exactement l'inverse que fait Lacan. C'est-à-dire qu'il réduit, par son interprétation, la signification au non-sens du signifiant. C'est ce mot que vous avez dit. Et ce mot-là, il peut être entendu comme ça et comme ça. Donc c'est une interprétation sur l'équivoque signifiant qui permet au sujet de se rendre compte dans quelle chaîne de signifiant il est. Donc là on est passé de l'herméneutique justement au structuralisme qui considère que le clivage ne vient pas entre les mots et les choses, mais c'est un clivage interne aux mots et aux choses elles-mêmes. Les mots ne se correspondent pas à eux-mêmes, les choses ne se correspondent pas à elles-mêmes, et donc c'est là où Lacan vient placer le sujet. Donc cette dimension-là qui a l'air un peu complexe d'abord, parce que c'est complexe, ça ne doit pas être compliqué. C'est compliqué parce qu'on est habitué à penser différemment, parce que tout simplement on est nourri du discours depuis qu'on est né, on nous surligne certaines choses, et là les médias maintenant ça donne un cœur joie avec, s'ils avaient un cœur bien sûr, avec Internet, puisque c'est toujours les mêmes choses qui arrivent de la même manière, etc. Donc notre sujet est pris là-dedans. Pour sortir de ces chaînes de signifiants, ça demande quand même un effort. Donc très souvent, les seuls qui consentent à faire cet effort sont ceux qui ont subi un choc traumatique assez important pour comprendre que la manière dont leur propre sujet est pris dans le monde, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne pourra jamais aller si ça continue comme ça. On ne voit pas comment ça peut s'améliorer. Donc il faut pratiquer un changement décisif.
changement décisif, c'est une aussi des particularités du réel chez Lacan, c'est qu'il y ait une coupure. Quelque chose qui fait coupure. Coupure dans le flux ininterrompu des significations. Vas-y. Mais donc, pour revenir aux choses qui apparaissent à les mots manquent, est-ce qu'on peut dire que les choses, dans ce sens-là, c'est le réel? Oui. Que si les mots, c'est le symbolique? Oui. C'est ça. C'est-à-dire que là, ce qui apparaît, c'est même les choses en tant que c'est un représentant de la chose. Parce que ce qui représente la chose, das Ding, c'est un emprunt que fait Freud déjà à Kant, qui lui-même l'emprunte simplement à Leibniz et avant, c'est-à-dire c'est quelque chose, justement. Et là, il y a Qu'est-ce qu'une chose, un livre de Heidegger, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire. Donc, l'apparition des objets, au début, ils apparaissent en tant que choses. Et donc, ils sont nimbés d'une certaine aura. Donc, il y a voir les enfants, quand ils voient les objets dont on ne peut pas parler, ce sont des manifestations oratiques. C'est-à-dire, ils sont nimbés d'une certaine puissance parce que ils sont là, ils demeurent là, et on ne peut pas les dire. Voilà. Ça, c'est la manière dont nous sommes dans le monde, pris toujours entre notre sujet, qui est pris dans le langage, et notre corps, qui appartient à un autre registre, qui lui-même est colonisé par le langage, mais qui est quelque chose de l'ordre d'un objet. Ça, on peut s'en apercevoir sur le plan, disons, de la dynamique sexuelle, c'est-à-dire que dès qu'on est dans un rapport qui finalement est un non-rapport, comme dit Lacan, et c'est très, très précis pourquoi il dit ça, c'est que on se suscite les uns les autres sans arrêt dans une position de sujet-objet. On peut dire que le sujet, il est du côté du symbolique, et l'objet, lui, il est du côté du réel. C'est pour ça que dans « je pense, donc je suis », être, l'être, Lacan place ça du côté de la jouissance, et donc du côté du réel, par rapport au « je », qui lui est du côté du verbe, du symbolique. Donc, le langage d'un côté et les choses de l'autre. Mais c'est pas aussi simple, parce qu'il n'y a pas de correspondance entre l'un et l'autre, si ce n'est une correspondance imaginaire. C'est l'imaginaire qui va faire le lien. Quand on se rend compte dans la société avec laquelle on vit, dans laquelle on vit en ce moment, par exemple, le laxisme langagier journalistique, mais qui est celui dont on se rime les oreilles. Par exemple, on parle de terroriste sans arrêt. En fait, qu'est-ce qui fait le terroriste si ce n'est le terrorisé? C'est le terrorisé qui lui-même donne le nom de terroriste à l'autre, qui est bien content d'être du coup terroriste. C'est quand même c'est une histoire plus noble que les assassinats de masse là, auxquels on a assisté. Ça vient de la terreur, c'était la terreur révolutionnaire, ça n'avait rien à voir justement avec les petits objectifs purement, disons, de frustration qui sont liés à ce pseudo-djihad. Ce sont tous des mots qui sont employés de travers. Donc les mots qui sont collés comme ça sur des choses sont tous à remettre en question. Bien sûr, ça c'est un des avantages de l'enseignement lacanien, c'est de pouvoir remettre en cause justement les rapports des mots aux choses, les rapports des mots entre eux, et le fait que même un mot lui-même, et même comme chez Hegel, la lettre elle-même, ne se correspond pas à elle. Ça, c'est une des définitions possibles du réel, d'approcher la logique du réel. Parce que le réel, s'il est défini comme ça négativement, c'est parce que c'est une instance logique. C'est logiquement déduit de l'imaginaire du symbolique. Or, la manière dont on peut accéder à cette dimension, c'est par la parole. Et dès qu'on parle, on crée un effet de réel. Puisqu'on parle à partir d'un corps, il faut avoir le corps pour parler.
Le corps, il est comme la caisse de résonance du réel, du symbolique, pardon. Et du réel aussi, puisque le réel apparaît et disparaît, c'est quelque chose de quasi simultané, c'est quelque chose d'évanescent. Et en fait, l'effraction, le réel traumatique dont on nous parle, on ne peut y accéder qu'après coup par le symbolique. Donc c'est pas forcément que quelque chose se soit effectivement passé dans notre vie. C'est la remémoration elle-même qui va faire émerger un élément qui ne va pas. Une des autres définitions du réel, c'est de dire c'est ce qui ne marche pas. Quelque chose qui ne marche pas. Donc la psychanalyse s'occupe de ce qui ne marche pas. Ça tombe bien puisque tout le reste s'occupe de ce qui doit marcher, comment ça va marcher, etc. Et la psychanalyse, en contrepoint, s'occupe de ce qui ne marche pas. Et même, on pourrait dire que c'est normal qu'il y ait des choses qui ne marchent pas. Ça ne marche pas, c'est même normal. Donc, quelque part, il faut, même si le mot normal est peut-être pas le plus approprié, puisque ça définit une norme, mais quand même, oui, la norme, c'est quand même que, d'une manière ou d'une autre, même quand tout est bien planifié, que tout est organisé, qu'on a pensé à tout, il y a quand même toujours un truc qui ne marche pas. Ça, c'est quand même... ou qui finit par partir en sucette, comme on disait à Marseille. Donc, ça, c'est une des possibilités d'accès à la dimension du réel. Donc, que la texture signifiante soit indépendante de l'expérience du sens, ça, c'est comment Lacan tire la leçon du structuralisme, sans être lui-même structuraliste. Hein. C'est-à-dire qu'il y a l'univers du sens, des signifiants, et puis il y a l'univers des choses, l'expérience des choses, et en fait, ça ne correspond pas, ça ne va pas. Vous voyez, dans le sens qui ne va pas. Alors, ah oui. Donc alors peut-être maintenant, parce que je ne vais pas faire trop long, hein, parce que c'est déjà assez dense et complexe, et puis il faut le déployer dans plusieurs directions. Mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'accès au réel indépendamment du symbolique. Ça implique qu'il faut qu'il y ait un sujet pour accéder à un certain réel. Il faut qu'il parle de ce sujet. Je vous ai dit que la réalité, telle qu'elle était constituée pour nous, ce qu'on appelle la réalité, ce dont on parle les médias, mais c'est la réalité. Donc la réalité, ce n'est pas le réel, justement. Puisque la réalité fait abstraction du fait que chacun voit ce qu'il voit à travers la fenêtre de son fantasme. Et donc, à partir de là, chacun va voir dans un espace courbe qui est celui de son désir, il va voir les choses d'une certaine manière parce que son désir est déjà inscrit dans les choses elles-mêmes. Ça, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure entre le percipiens et le perceptum. Et en disant que le perceptum contient déjà le percipiens. Ça veut dire que dans ce que je vois, comme je le vois courbé par l'espace de mon désir, en tant que sujet, je suis déjà là-dedans, d'une certaine manière. Je suis dans ce que je vois. Ça, c'est la fameuse phrase de Lacan, quand on avait fait ce séminaire, non pas ce séminaire, cette conférence, oui, voilà. Je suis, le tableau est dans mon œil, mais moi, je suis dans le tableau. Donc, de la même manière, là, cette expérience sensible de concevoir que si vous voyez quelque chose, pas tout le monde va le voir comme vous, et si votre désir est inscrit dans la chose elle-même, ça, c'est la formule de Lacan, S barré, poinçon, A.
le poinçon, ça peut se lire, un signe mathématique, c'est plus petit et plus grand en même temps. Mais en fait, ça veut dire que c'est incommensurable. Donc ça veut dire que le sujet, donc du côté du percipiens, l'objet du côté du perceptum, mais ces deux-là sont incommensurables. C'est-à-dire que l'objet dont je parle, là, c'est l'objet petit a. L'objet petit a, c'est la trace de mon désir dans les choses que je vois. Comment je voudrais qu'elles soient, comment je désirerais plutôt, pas voudrais. Parce qu'il y a un antagonisme entre le vouloir et le désir. Et donc, cet objet petit a, Freud, sans le nommer comme ça, c'est Lacan qui a inventé l'objet petit a, cet objet petit a, Freud, lui, il l'avait déjà circonscrit sous la forme d'objets partiels. Et ces objets partiels, justement, c'était les résidus de l'expérience corporelle qu'il avait énoncé en 3 stades: le stade oral, le stade anal et le stade génital. Donc les 3 objets partiels de Freud, c'était déjà dans le stade oral le sein. Quand vous voyez un enfant qui est nourrisson, tel sa mère, le sein, ça fait partie de lui-même. C'est quelque chose qui participe d'une confusion encore entre l'autre et lui-même. La mère n'est pas encore entièrement autre, parce que quelque part, l'objet sain, ça fait partie de sa réalité directe. Donc, c'est ce qu'il demande à l'autre, en quelque sorte, d'être nourri. Et c'est ce qui reste quand il n'a plus besoin d'être nourri au sein, ça reste une trace d'un objet qui n'est plus un objet du monde sensible, mais qui est l'ombre du sujet lui-même dans les objets. L'objet fesse, F-E accent, ça, cette fois, c'est l'objet que l'autre demande. Alors, tu as bien fait caca? C'est l'offrande que fait l'enfant, il restitue quelque chose à l'autre, et le parent, la maman surtout, s'inquiète. Et donc, cet objet-là, après, il n'y a plus besoin non plus de ça, mais ça reste quand même un objet partiel, dans la mesure où même quand cette expérience a été publiée, il reste la mémoire sous la forme du nombre parmi le monde des objets, donc du nombre du sujet lui-même, selon quoi c'est le sujet lui-même, d'une autre manière. Le troisième, c'est stade génital, inatteignable pour Freud, parce que c'est évidemment le phallus. Et le phallus, avoir ou pas un pénis, ce n'est pas, justement, le phallus n'est pas l'équivalent du pénis. Il est le signifiant du manque. C'est-à-dire le manque ne se fait jamais plus sentir chez ceux qui sont déjà les détenteurs d'un pénis. Parce que le phallus, ce n'est pas le pénis. Le phallus, c'est la possibilité d'un signe qui serait l'équivalent d'une puissance, et au final, une puissance de dire, comme le savaient déjà les anciens, les Grecs anciens, puisque le logos est appelé logos spermatikos, qui a donné d'ailleurs le nom des séminaires. Un séminaire, c'est donc la parole insémine. Donc la parole, c'est quelque chose de phallique. Et donc, ça ne se situe pas sur le plan de l'avoir, mais de l'être. Donc les hommes l'ont, mais ne le sont pas, et les femmes qui ne l'ont pas le sont la plupart du temps. Donc le phallus en tant que signifiant du manque, c'est l'objet aussi, donc à partir duquel va se définir la position sexuelle, puisque la sexuation se passe auparavant dans le choix subjectif. Ça, on en reparlera, parce que c'est un problème très intéressant, très complexe, avec les choix de sexuation homme ou femme, comment ça se passe, bien sûr, bien avant ces moments-là. Ça n'a rien à voir avec les attributs génitaux. C'est une certaine manière
d'appréhender son rapport au langage. Hein. Donc, pour ça, il faudra replacer un peu, peut-être je le ferai la prochaine fois, les antinomies logiques de Kant pour comprendre ce que c'est le choix sexué d'être homme, le choix sexué d'être femme, qui n'a rien à voir avec les organes génitaux. C'est uniquement une certaine manière de considérer le tout par rapport à l'exception ou le pas tout. Mais pour entrer là-dedans, il faudrait que je rentre dans des exemples précis, donc je ne peux pas le faire aujourd'hui, ce serait trop long et ça nous ferait dériver trop loin, mais je le ferai la prochaine fois, justement. Peut-être on peut faire le réel de la différence sexuelle, parce qu'aujourd'hui on parle du réel sous différents aspects, c'est une première approche, comme ça c'est presque une introduction à la notion de réel chez Lacan. Et puis, donc je le fais d'une certaine manière avec mes mots et mon expérience, et la prochaine fois j'essaierai d'aller un peu plus loin là-dedans. Donc, on a ces trois objets partiels de Freud. Lacan, il va en rajouter 2. Il y a 5 occurrences de l'objet total. Les 2 objets qu'il rajoute sont le regard et la voix. C'est-à-dire, le regard, cette fois, il n'est pas du côté du sujet, du percipiens, c'est le regard du perceptum lui-même. C'est-à-dire, c'est le point aveugle dans ce que je vois qui me renvoie un regard. Donc c'est un regard en tant qu'objet. De la même manière, la voix, c'est pas la voix acoustique, c'est pas le son de la voix, mais c'est le lieu d'où vient cette voix. Par exemple, un des manifestes de cette voix, là, c'est peut-être le tableau de cri de Munch, où la voix reste coincée dans la gorge. C'est-à-dire que c'est un cri silencieux. Dans un exemple pour le regard, en tant qu'objet, comment le regard est déjà inscrit, justement, comment le sujet est déjà inscrit dans le regard. Il suffit de se souvenir de la scène de Psycho d'Hitchcock, où, après avoir commis son crime, Norman Bates va essayer de noyer la voiture dans l'étang. Et alors qu'il a commis un crime abominable, donc on voit la voiture qui commence à s'enfoncer et qui s'arrête, qui ne peut pas l'étang sans ne pas vouloir avaler la voiture, et donc la preuve du meurtre. Et l'œil, le regard du spectateur est inclus là déjà par Hitchcock, parce que bien que ce soit abominable, etc., on a envie que le truc il descende dans la flotte. Donc là, on voit comment le désir du sujet est déjà inscrit dans l'objet. Avec, pour la voix, un autre exemple, on a celui d'un autre Hitchcock, c'est quand la mère de Mitch dans Les Oiseaux là, trouve le type dans la boutique énucléé, c'est-à-dire avec les oiseaux qui lui ont bouffé les yeux. Et là, elle sort et elle veut crier, et il n'y a rien qui sort. Là, on est dans la voix en tant qu'objet, justement. Donc, alors, ce qui veut dire que, pour être cohérent avec les autres exemples que j'ai donnés, donc, le regard, c'est essayer de se faire voir par l'autre. C'est pas voir. Le champ de la vision, c'est un champ où on est censé voir les choses. Mais le champ du regard, c'est se faire voir par l'autre imaginaire. Parce qu'une partie de notre sujet est restée dans l'œil de la mère, ou celle qui lui a servi de substitut, qui peut être le père éventuellement, puisqu'on ne parle pas ici, on parle de l'œil d'une fonction. Hein. Et pareil pour la voix. Donc, se faire voir, c'est quand même, aujourd'hui, tout le monde passe son temps à se faire voir. Sur Internet, c'est quand même le sport numéro 1, c'est se faire voir.
Donc se fait voir par qui? Par l'autre. Mais c'est pas nouveau, ça. C'est-à-dire que quand vous regardez les aqueducs romains anciens, il y a des inscriptions à certains endroits qui ne peuvent jamais être vues par aucun œil humain, où qu'il soit. À qui ils étaient adressés? Au regard de l'autre. De la même manière, les statues, les alignements mayas, ou les statues de l'île de Pâques, ou même, on peut dire, les manifestations somptueuses du 1er mai en Union soviétique. C'était mis en scène pour qui? Pour l'autre qui n'existe pas. Donc ça, c'est la fonction du regard, justement, comme objet, comme on a aussi la voix comme objet. Donc vous avez un film là qui est sorti en France il n'y a pas longtemps. Alors, j'ai rarement mensuétude pour les films français, mais curieusement, il y a 3 ou 4 films qui viennent de sortir qui n'étaient pas trop mal, et celui-là, bon, c'est un film léger, c'est pas non plus un grand film comme on peut en voir avec certains réalisateurs, mais le film Marguerite, en fait, avec l'histoire de cette femme qui est une aristocrate richissime, qui organise des sortes d'opéra, des choses comme ça, et qui chante elle-même faux. Et que tout le monde va voir, et donc il y a même une espèce de réplique en acteur de Tristan Tzara, donc Dada, qui la trouve artistique, parce qu'elle de chanter faux à ce point devant tout le monde, et personne n'ose rien dire. Elle chante faux comme ça. C'est presque de l'ordre d'une dimension artistique, c'est la place de la voix par rapport à la voix elle-même. Donc lui, il reconnaît ça. Donc il y a plein de petits trucs comme ça qui sont pas mal dans ce film. Donc on a les occurrences du réel, en fait, vous avez vu, elles sont liées à quelque chose qui existe, mais comme une ombre du sujet lui-même. C'est pour ça que l'expérience du réel se fait par le sujet par rapport à un objet, qui est l'objet petit a. Et chaque chose que vous voyez, donc, elle est connotée, d'une certaine manière, d'être plus ou moins, de correspondre à votre objet petit a, en tant qu'il est la cause de votre désir. Voilà ce qu'on peut, disons, pour une première approche, je dirais, essayer de mettre en place sur la notion de réel et l'expérience quotidienne qu'on peut avoir, et quelques exemples, parce qu'il s'agit de rendre ces choses-là, bien qu'elles soient complexes, accessibles, parce qu'elles ne sont pas inaccessibles. C'est juste que nous compliquons à tort la compréhension par de mauvaises habitudes de pensée qui se sont sédimentées, qui nous empêchent d'avoir accès à notre propre sensibilité et de laisser émerger notre sujet par rapport à une expérience de la réalité dans son rapport au réel. S'il y a une réalité, c'est qu'il y a un réel, mais comme la réalité c'est fantasme, dès que le réel apparaît, la réalité s'effondre. Voilà la manière dont on peut aborder cette notion de réel pour une première séance, en tout cas, parce que c'est une notion quand même pas facile à dire. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, on peut arrêter.